Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici avec vous pour parler de l'amour, etc. avec un expert, David Etienne, psychanalyste, mais aussi formateur en thérapie de couple. Et je le sais puisque je suis sa formation actuellement à l'EFPP. Bonsoir David. Bonsoir, bonsoir Nancy. Merci d'être là. Je suis vos cours avec grande attention. J'ai appris plein de choses. Je vais vous citer une référence qui n'a pas été dite dans vos cours, mais que vous connaissez peut-être. C'est ce psychologue américain Jeffrey Bernstein qui dit que les piliers d'un couple durable, c'est la communication, la confiance, la complicité. Alors vous, David, vous consultez, vous travaillez d'ailleurs avec votre épouse qui fait le même métier que vous. Qu'est-ce Exactement. qui d'emblée vous permet de vous dire, tiens, ce couple-là, il y a moyen de réparer quelque chose, alors que celui-ci, ça risque d'être plus complexe. C'est quoi vos codes en tant que thérapeute? Alors, en fait, je vais l'aborder au travers d'un autre auteur américain qui s'appelle Gottman, qui avait une idée, pas une obsession, mais une idée très suivie quand même. Il voulait pouvoir prévoir les couples qui vont se séparer plus tard. Et donc, c'est quelqu'un de passionnant, vraiment, qui est assez sûr de lui, mais qui est vraiment passionnant et qui a étudié des centaines de couples dans une université aux États-Unis, dans ce qu'il appelle le Love Lab. Et donc, il est un laboratoire où il recevait des couples et en enregistrant leurs constantes, etc., pour voir ce qui se passe. Et donc, le couple vivait dans un appartement qui est un laboratoire. Et il y avait des scientifiques qui surveillaient qu'est-ce qui se passe, est-ce que leur cœur bat plus fort à tel moment, est-ce que la sudation est plus importante, est-ce qu'ils ont une tension qui augmente ou qui baisse, voilà. Et donc ils mesurent tout ça en regardant le quotidien du couple. Donc c'est assez passionnant. Et en fait, il a observé qu'il a réussi à prévoir de façon assez précise, en observant les couples, ceux qui se séparer plus tard. C'est assez étonnant. J'en ai fait une vidéo, effectivement, et je suis ravie que vous en parliez, vous, aujourd'hui, parce que vous le faites mieux que moi. Oui, Gottman, c'est quelqu'un de passionnant, qui est à lire en se disant bien que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Quand les personnes sont très sûres d'eux, en général, ils disent que tous les autres n'ont pas compris, mais n'empêche, il a vraiment étudié des choses passionnantes et intéressantes. Et donc, il a étudié tous ces couples et il a regardé les couples les couples qui fonctionnaient, les couples qui se séparaient et qui avaient énormément de mal, et il a recherché quels étaient les fonctionnements communs. Et en particulier donc pour les couples qui se séparent après ou qui ont énormément de mal, qui sont très mal, qui ont un grand mal-être. Il a trouvé 4 fonctionnements principaux qu'il a appelés avec la culture américaine, chrétienne, baptiste, voilà, qu'il a appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et donc ces 4 comportements, plus on va les trouver dans un couple, plus on peut penser que ça va être compliqué pour continuer ensemble. Vous le détectez comme ça, alors vous? C'est-à-dire que vous détectez première séance, tiens, on est dans les fameuses 4 cavaliers. Là, je les ai pas de tête, mais je sais qu'il y a la critique. La critique, exactement, la Oh contre-attaque. là là, je les ai pas là. Oui, il y a la critique, la contre-attaque, et puis vous avez Le aussi mépris. le mépris, et puis le dernier qui est ce qu'il appelle la dérobade en traduction française, c'est-à-dire c'est une personne, plutôt l'homme en général, c'est plutôt masculin, qui va se dérober au niveau émotionnel, qui va se renfermer complètement, se retirer. Voilà, qui est un des 4 fonctionnements destructeurs. Donc critique, contre-attaque, le mépris et la dérobade. Quand il y a ces 4 fonctionnements de façon très présente dans un couple, ça va être compliqué. Ça se voit assez vite. Oui, ça se voit assez vite cliniquement, on l'observe quand il y a ça de façon très courante. Alors moi j'accompagne parce que de toute façon on est appelé à accompagner tous les couples. C'est sûr que c'est peut-être pas très satisfaisant pour son ego que des couples se séparent après. On est aussi là pour l'accompagnement à la séparation. Mais quand on voit des fonctionnements comme ça, on peut se dire que ce sera difficile de pouvoir accompagner le couple pour continuer ensemble s'il le souhaite en tout cas. Il y a une légende aussi qui dit qu'on voit la complicité d'un couple et le fait qu'il sera durable ou pas à sa capacité à se regarder dans les yeux. Vous êtes d'accord avec ça, David? Quand on se regarde dans les yeux, on sécrète de l'ocytocine. C'est-à-dire qu'on va sécréter une hormone de l'attachement.
Alors c'est assez rigolo, cette sécrétion d'ocytocine et le lien avec le regard. C'est-à-dire que si vous regardez votre chien pendant pendant 30 secondes, le chien va sécréter de l'ocytocine, donc qui est l'hormone de l'attachement, mais le maître aussi. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant qui est valable aussi pour le couple, je prends cet exemple parce qu'il est amusant, mais qui est valable aussi pour le couple. Donc effectivement, un couple qui se regarde beaucoup dans les yeux sécrète beaucoup d'ocytocine et aura appris à s'attacher et aura un attachement plus important. Ça ne veut pas dire automatiquement que des couples qui se regardent beaucoup dans les yeux automatiquement vont continuer ensemble. C'est en tout cas pas dans les critères de Gottman pour un couple, pour un bonheur conjugal durable dans le couple. Ok, après, j'ai eu un couple en coaching comme ça, et c'est vrai qu'ils se regardaient pas, ils étaient un peu chacun dans leur coin. Vous nous aviez invités à leur demander, hein, effectivement, de se regarder, de se parler, et ça les a vraiment rapprochés. Enfin, c'est quelque chose de très important de recréer cette connexion qui parfois s'arrête à cause des conflits, des incompréhensions. Et du coup, chacun se met dans son coin, alors que des fois, il suffit juste à un moment donné de se dire, allez, on se fait face, on ose se dire les choses avec bienveillance, et puis c'est reparti. Alors là, on s'intéresse aux crises des couples, qui a priori sont assez normales. Vous en relevez 6 et vous m'avez dit, alors celle des 3 mois, on va en discuter, mais j'ai quand même quelque chose à dire là-dessus. Il y a aussi cette légende qui dit qu'au bout de 3 mois, on peut plus ou moins savoir si notre couple vaut la peine ou pas. J'ai du mal avec cette notion, moi aussi. Dites-nous votre avis. Alors, donc on va venir peut-être aux 6 crises de couple, et puis ensuite, si vous voulez, donc on aborde les 3 mois. Alors les 6 crises de couple, les 6 étapes du couple, ou crises de couple, en fait, on les retrouve régulièrement. Alors, ce qu'il faut bien se dire déjà, une chose importante, c'est que c'est pas parce qu'on vit ces étapes du couple ou ces crises du couple que on est anormal. Ça, c'est une lecture statistique, c'est-à-dire on retrouve en général ces crises du couple dans les couples. Mais c'est pas parce qu'il y en a une qui n'y est pas que c'était la catastrophe, notre couple va pas durer, pas du tout. C'est juste, statistiquement, on retrouve tout ça. 6 crises du couple, ça vient de la thérapie systémique familiale, donc récupérée par la thérapie de couple, et donc l'accompagnement des couples. Et en fait, on va avoir 6 crises du couple, avec une première assez étonnante, parce qu'elle démarre avant le couple. Mais prise en compte quand même, c'est-à-dire quand le jeune adulte part de chez ses parents, se retrouve seul et se retrouve dans une autonomie de plus en plus financière, puisque ça commence dans nos pays occidentaux par les études souvent assez longues, et ensuite une indépendance financière. Et donc dans ce temps très particulier, le jeune adulte va définir des limites et va construire des limites par rapport à sa famille d'origine. C'est un temps qui a son importance, parce que cette limite par rapport à la famille d'origine va aider à gérer les limites par rapport aux familles une fois qu'il sera en couple. Donc ça ne veut pas dire que si on s'est mis en couple directement alors qu'on était chez ses parents, c'est un problème pour le couple. Pas du tout. C'est juste que statistiquement, effectivement, on considère que ce temps-là est important pour la future construction du couple et de la famille. Ça, c'est la première étape. Alors, moi, j'ai enchaîné, hein. Oui, mais c'est bien. Non, mais c'est intéressant. Et la limite par rapport aux familles, on va voir que ça se retrouve en fait tout au long de la vie du couple, et ça va être très différent suivant les cultures. Vous avez parlé tout à l'heure du regard, c'était intéressant. Le regard, oui, pour le regard entre les conjoints, en France par exemple. Mais vous allez en Côte d'Ivoire, culturellement, traditionnellement, une femme ne doit pas regarder son mari. Donc, si on se dit un couple qui fonctionne bien, c'est un couple où les deux se regardent dans les yeux, en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. Voilà. Mais c'est très intéressant. Donc, il faut faire attention au côté culturel. Oui. On va surtout parler de couples plutôt occidentaux. C'est bien que vous le souligniez, parce que c'est pareil, il y a le fameux French kiss. Il y a des cultures où, en fait, on ne s'embrasse pas du tout avec la langue, par exemple. C'est culturel aussi, en fait, la manière de se donner de l'affection. Donc, c'est intéressant que vous releviez cela. C'est très différent. Ouais, les relations sont très différentes, il faut le prendre en compte, parce que sinon, quand on reçoit un couple, il faut vraiment prendre en compte la culture dans laquelle ils ont grandi, leurs croyances, leurs valeurs, sinon on risque de les accompagner dans quelque chose qui ne correspond pas. Donc il faut recevoir le couple avant tout, et même si parfois ça nous dérange, voire ça nous choque,
on est là pour accompagner le couple qui vient nous voir. Voilà. Donc juste ce petit, par rapport au regard, c'est intéressant. C'est valable pour les crises du couple aussi, les étapes du couple aussi. Donc première étape, le jeune adulte qui s'en va. Deuxième étape, c'est le couple qui se rencontre et qui s'installe. C'est tout un challenge. Et on va y venir par la suite pour les 3 mois, mais tout un challenge avec quelque chose qui est important, c'est-à-dire c'est la période aussi d'idéalisation de l'autre, ou de fusion, qui va bien aider. Parce que dans cette période-là, l'autre n'a pas de défaut. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. On peut l'utiliser pour les couples sains aussi, parce que c'est souvent utilisé avec les pervers narcissiques, mais en fait, on vit tous cette fameuse lune de miel, qu'on ait un couple qui fonctionne ou pas, non? Oui, exactement. On l'a tous. Alors toujours pareil, statistiquement, ça ne veut pas dire toujours pareil que si un couple ne vit pas une période de lune de miel importante, voire très peu, que ce soit un problème. Pas du tout. On remarque bien statistiquement que c'est pas parce qu'un couple vit une lune de miel extrêmement forte que le couple va perdurer beaucoup plus longtemps. On peut même avoir un effet inverse, parce que quand la lune de miel est extrêmement forte, eh bien, il y a une désillusion qui va être particulièrement forte aussi, donc la grande douche froide. Donc voilà, mais simplement statistiquement, effectivement, il y a cette période de lune de miel qui aide les conjoints à s'attacher l'un et l'autre, dans une période où il faut se découvrir avec les peurs qu'il peut y avoir, s'installer ensemble, négocier quand on s'installe, gérer un budget nouvellement et de façon le plus équilibrée ou le plus équitable possible, gérer l'administratif, gérer les relations en famille, gérer les changements de relations amicales parce qu'il y a le couple maintenant qui tient son importance, etc., etc., etc. La fusion, la lune de miel aide bien et aide à se frotter l'un à l'autre avec des défauts qui ressortent beaucoup moins. Voilà. Troisième étape du couple, c'est la naissance du premier enfant. Alors, ça c'est très intéressant parce que, et c'est particulièrement intéressant parce que à la naissance du premier enfant, c'est une des périodes où il y a le plus de séparation. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, hein. Souvent les couples, on dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors les couples qui survivent à l'enfant, en gros, sont très forts. Et quand il y a des faiblesses, ça ressort quand un enfant arrive. D'ailleurs, on dit toujours, il ne faut pas faire un enfant pour sauver le couple parce que ça fera probablement l'inverse. Oui, alors, je vais vraiment dans votre sens. En plus, faire un enfant pour sauver le couple, ça veut dire faire un enfant qui va se retrouver, un enfant un peu symptôme et qui va être le ciment du couple, et je crois que c'est pas son rôle. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, il y a ce danger-là qui peut se présenter. Mais oui, la naissance du premier enfant, c'est effectivement quelque chose de particulier parce que les études observent plusieurs choses. Il y a une baisse de la satisfaction conjugale, il y a une baisse de la confiance en soi du côté féminin, il y a une accentuation des rôles traditionnels dans le couple, bien ou pas bien, mais en tout cas ça s'accentue énormément. Et donc il y a beaucoup de séparation, mais on observe aussi, une autre étude a montré ça, que dans des couples qui n'ont pas d'enfants, dans les mêmes temps, il y a beaucoup de séparation, voire plus. Au bout de combien de temps alors? Alors, j'ai pas la durée. C'est la crise des 7 ans à peu près? Enfin, on ne fait pas vraiment des enfants au bout de 7 ans. C'est avant plutôt. Ouais. C'est 3 plutôt ans, avant. Alors, les fameux 3 ans, vous savez, l'amour dure 3 ans? Oui, mais les 3 ans, en fait, il y a quelque chose par contre dans les 3 ans qui est très biologique. C'est-à-dire que, alors l'enfant peut se situer là, il peut se situer après, mais quand on regarde les périodes où les couples ont un premier enfant et les périodes où les couples se séparent, le lien avec la naissance du premier enfant n'est pas évident. Oui, c'est une difficulté, l'arrivée d'un enfant, oui. Et en même temps, ça veut dire que c'est une force extraordinaire. Et je trouve que c'est très joli ce que montrent ces études. Et effectivement, quand il y a un enfant qui arrive, il y a une énergie toute particulière. Quand 20 ans après, les personnes y repensent, elles se disent « je ne revivrai pas ce que j'ai vécu quand il y avait Géraldine qui pleurait toutes les nuits à telle heure et on avait des yeux au milieu de la figure, etc. » Il y a une énergie quand même très particulière. Donc, oui, c'est compliqué, mais oui, il y a une force particulière qui se développe dans ces moments-là et qui est vraiment intéressante. Les 3 ans, je crois que c'est un peu différent. Ça peut concomiter, mais c'est un peu différent. En fait, pendant 2 ans maximum, on va sécréter des hormones qui vont être des hormones de la période de la fusion. Entre autres, une toute particulière qui est la phényléthylamine, qui est l'hormone du coup de foudre, qui va être sécrétée quasiment qu'à cette occasion-là. Donc il y a tout un ensemble d'hormones qui vont être sécrétées pour cette période et qui va faire qu'on va regarder l'autre d'une manière toute particulière, comme finalement
un enfant va regarder un de ses parents quand il est tout petit. C'est ça qui se rejoue, quelque part. Et ça s'arrête au bout de, je crois que c'est au bout de 2 ans et demi, on ne retrouve quasiment plus de traces de ces hormones spécifiques aux 2 premières années dans le corps des personnes. Ça veut dire donc jusqu'à 2 ans, il y a toutes ces hormones qui font qu'on regarde l'autre sans défaut, on l'idéalise énormément, ça aide à s'attacher, ça aide à passer des périodes de connaissance l'un de l'autre, de s'attacher l'un à l'autre, avec une hormone qui va prendre le relais, qui est l'ocytocine, dont on parlait tout à l'heure, pour un attachement sur la durée après. Mais à partir de 2 ans, les hormones de la fusion n'y sont plus. Et pendant de 2 à 3 ans, on va comme continuer en roue libre sur l'élan des 2 premières années. Et puis au bout de 3 ans, c'est vraiment la grande désillusion. Il n'y a plus ça, il n'y a plus la fusion, et alors là, qu'est-ce qu'on fait? L'autre n'est plus ce prince charmant arrivant sur son grand cheval blanc, ou alors la princesse merveilleuse, etc. Non, c'est plus ça, on a juste l'autre en face, qui a le droit d'exister dans ce qu'il est, mais du coup on se prend un petit peu ça dans la figure. Voilà. Et on se prend une désillusion, et ça c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour les couples, parce que là, ils commencent vraiment à voir l'autre tel qu'il est. C'est marrant, moi j'ai jamais vécu ces crises-là. J'ai vécu un couple de 7 ans et un de 17, et la crise des 3 ans, je sais même pas ce que c'est. Mais au moins on sait qu'elle existe et qu'elle est normale, et donc il y a vraiment des couples qui vont mal, mais qui arrivent après à construire sur base de cette neutralité, on va dire, qui peut les perturber. Oui, alors déjà c'est bien, c'est super que vous disiez ça, que vous n'avez pas vécu ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout une obligation. Il n'y a rien de pire que de chercher à appliquer une grille à tout le monde et on pousse un petit peu, on fait rentrer, on force la personne pour que surtout ça aille dans notre grille. Non, c'est une lecture statistique. Effectivement, statistiquement, on le retrouve. Mais c'est pas commun à tout le monde. Il y a certaines structures où on ne retrouve pas ça, parce que la fusion est compliquée. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, régulièrement et à peu près chez tout le monde. Et en fait, imaginez une vie entière où on idéalise l'autre totalement. C'est un peu catastrophique parce que ça veut dire que, quelque part, l'autre n'a pas le droit d'exister dans ce qu'il est. On peut vraiment se poser la question sur la notion d'amour. Si aimer, c'est idéaliser l'autre, c'est-à-dire le voir sans défaut, sans ce qui nous paraît des défauts, je mets quelques petites... je me méfie un petit peu du mot aimer dans ce cas-là. Parce que aimer, il me semble vraiment que c'est accepter l'autre comme il est. Alors, je ne parle pas de défauts, de la maltraitance ou autre, on est bien d'accord. Je parle de défauts du quotidien ou autre. Il me semble qu'aimer, c'est justement pouvoir recevoir l'autre dans ce qu'il est et l'accompagner, me semble-t-il. Donc, la fusion, c'est pas l'amour. Ça en fait partie, mais c'est pas l'amour. Et l'opposition, ce moment des 3 ans, la désillusion, c'est peut-être le moment où on a le besoin de plus aimer. En tout cas, aimer, c'est vrai que c'est composer avec nos différences et s'aimer au-delà des différences, en ayant conscience aussi des complémentarités qu'on a. Et des points où on se rejoint aussi, parce que on a quand même besoin d'avoir des projets en commun. D'ailleurs, on est déjà au 4e point, il me semble, 4e crise de couple. Oui. Oui, on est un peu parti sur le côté de travers, mais à côté. Mais oui, donc on a dit 3e crise de couple, c'est donc la naissance du premier enfant, pour revenir aux étapes du couple. 4e, c'est le premier enfant qui est à l'adolescence. Ah ouais. Ouais. Alors ça paraît étonnant. C'est pourtant la 2e cause de séparation chez les couples. Donc c'est loin d'être anodin. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, l'adolescent va nous renvoyer à la figure nos valeurs. Il va remettre en question nos valeurs, ce qui est une bonne chose pour qu'il puisse se construire en tant que tel, avec ses valeurs à lui. Il va faire venir des valeurs de l'extérieur dans la famille, et ça va être compliqué pour les parents. Ça peut être compliqué pour les parents, pas automatiquement. Mais si on a projeté toutes les valeurs qu'on voulait, toutes les valeurs qu'on avait, dans lesquelles on s'était réfugié, on les a projetées sur nos enfants, quand il remet en question les valeurs, c'est difficile à vivre. Pourquoi? Parce que souvent, il y en a un dans le couple qui va être plus OK que l'autre, et ça peut créer des conflits, du coup, au niveau du couple parental. Oui, un des challenges de la crise précédente, de l'étape précédente, qui est la naissance du premier enfant, c'est de trouver une éducation commune. Ouais. Premier enfant, 2e ou 3e ou 4e, des fois,
C'est Exactement. crescendo et la rupture se crée à un moment. Et la rupture se crée à un moment. Mais quand arrive l'adolescence, l'adolescent va tout remettre en question et il va dire à l'un non, ça je veux pas de ça, et l'autre va en profiter pour dire bah, tu vois bien, je t'avais dit il fallait pas lui imposer ça. Donc vous voyez, on trouve des fonctionnements qui risquent de s'ancrer et qui peuvent très bien entraîner vers une séparation. Ça c'est la quatrième étape. Cinquième étape, c'est ce qu'on appelle la crise du nid vide. Le syndrome du nid vide, c'est-à-dire quand le premier enfant s'en va. Premier, deuxième, troisième et jusqu'au dernier. Alors c'est une étape qui n'est pas évidente et peut-être sans faire de discours genré particulièrement, mais pas évident peut-être plus particulièrement pour la mère. Parce que sociétalement, il y a un investissement dans le rôle de mère qui va être différent du père. D'accord ? Donc pour la mère, ça va être plus compliqué. On compte à peu près statistiquement 35% des mères qui font un syndrome du nid vide où c'est assez présent. Et c'est vrai que c'est compliqué. L'enfant part, on a investi énormément dans l'éducation, on a investi énormément dans notre enfant. Il part à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie ? Oui, des fois le couple d'ailleurs amoureux s'est complètement désinvesti au profit du couple parental. Quels seraient d'ailleurs vos conseils au couple amoureux qui est parent pour éviter cette crise justement du nid vide, puisqu'on a dit qu'elle n'était pas obligatoire. Et oui, qu'est-ce qui se passe ? Quand un couple ne s'entend pas bien, où il y a des difficultés, il peut y avoir un biais qui va être pris, c'est-à-dire que à la naissance du premier enfant, à la naissance de leurs enfants, ils vont relativement bien s'entendre pour accompagner leurs enfants en tant que parents, couple parental, mais ils vont moins bien s'entendre en couple amoureux, d'accord, en amant. Et donc du coup, ils vont investir tout dans le couple parental. Et ils vont laisser de côté le couple amoureux. Alors, pourquoi pas ? Le gros problème, c'est quand ils vont arriver, quand leurs enfants vont partir, ou quand il va y avoir la crise de l'adolescence des enfants, eh bien, ils vont se retrouver en difficulté au niveau du couple parental. Et quand les enfants vont partir de la maison, non seulement ils vont se trouver en difficulté, mais ils vont se retrouver face à un vide. C'est-à-dire le couple parental existe pratiquement plus dans leur quotidien. Donc qu'est-ce qu'ils sont tous les deux ? S'ils n'ont pas investi avant le couple amoureux, ils vont se retrouver face à face et face à un vide complet au niveau de leur couple. Et donc il faut faire attention avant de ne jamais oublier le couple amoureux, effectivement le couple parental aussi, les relations avec les enfants, tout ça bien évidemment, mais surtout, ne pas oublier le couple amoureux. Entretenir ce qu'on appelle des rendez-vous amoureux, se voir régulièrement, en dehors du fait d'avoir les enfants, etc. Des fois, c'est pas évident hein, quand le couple notamment est un peu isolé. C'est vrai que ouais, c'est compliqué. C'est difficile ouais, c'est pas évident. d'éviter d'investir uniquement le couple parental. Et c'est ce qui crée des fois aussi une rupture parce que le couple amoureux a été trop mis de côté au profit du couple parental. Et il y a aussi à un moment donné la dernière crise, je crois que c'est la crise de la retraite. Oui, la crise de la retraite, oui. Et qui est encore une nouvelle étape. Juste une chose pour le syndrome du nid vide. Le couple a pu aller vers le couple parental parce que c'était compliqué en tant que couple amoureux. Mais ça pouvait très bien se passer en tant que couple amoureux, avec le quotidien et les disputes du quotidien, mais ils se sont plus investis dans le couple parental. Ce sera moins difficile au moment du départ du dernier enfant et du premier enfant, parce que le couple amoureux aura été de qualité et aura bien fonctionné. Voilà, juste pour faire ce petit bémol quand même. Alors la retraite, oui, la retraite, c'est pas très évident pour mille et une raisons. Déjà parce que quand vous regardez le mot retraite, ça vient de la retraite militaire, c'est-à-dire on abandonne un territoire. Ça veut dire que quand on est à la retraite, ce qui vient à l'esprit, c'est qu'on abandonne un territoire. Point. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on investit alors ? À la retraite, qu'est-ce qu'on va investir ? Et ça va être plus ou moins fort suivant l'investissement qu'on a eu au niveau professionnel. On le voit bien au niveau professionnel, on voit bien que comment on se définit.
Quand on nous demande de nous présenter, on va dire je suis psy, je suis journaliste, je suis boucher, je suis boulanger, je suis, c'est de l'ordre de l'être. Je fais, en fait je suis, c'est je fais tant qu'on a une vie professionnelle. Exactement, exactement. Et donc on se définit sur le travail, on s'identifie par rapport au travail. Donc quand le travail n'est plus là, c'est une crise identitaire qui va être compliquée. Puis il n'y a pas que ça. On va avoir du mal à trouver un nouvel investissement. Ça veut dire que comment on va gérer les angoisses qu'il y a chez tout le monde par une activité qui va nous aider à gérer les angoisses. On va se les prendre en pleine figure. Donc le moment de la retraite est compliqué. Sans compter que c'est une réorganisation du couple. On va être tous les deux à la maison tout le temps là. Comment ça va se passer? Donc comment on va réaménager ça? Comment on va retrouver un quotidien? Comment on va remettre une place, redonner une place pour chacun et pour le couple? Comment, etc. Ça se redéfinit, ça se travaille, y compris la vision du couple. Dommage qu'on n'appelle pas ça un réinvestissement, ça serait intéressant, mais on l'a appelé retraite. Donc c'est en quelques séances individuelles, on peut travailler sur la notion de la retraite éventuellement aussi. J'allais venir aux étapes avant la retraite, mais la retraite peut en être une, de crise existentielle. Fois, au sein d'un couple, il y en a un ou une qui fera une crise qu'on appelle de quarantaine, de cinquantaine. Certains y croient, certains n'y croient pas. Quel est votre positionnement sur ce sujet? Avez-vous déjà eu des couples? En fait, la femme ou l'homme était juste en crise à un moment donné de vie. La crise du milieu de vie, d'ailleurs, on en parle souvent. Et oui, il y a vraiment eu des solutions simplement dues au suivi psychologique. Imaginez un instant une personne qui se retrouve, et je reviens à une des étapes du couple, qui se retrouve avec son enfant qui est adolescent. 40 ans, d'accord 40 ou allez, 45 ans. Son enfant est adolescent. Il va lui renvoyer les valeurs à la figure. Papa, maman, tu m'as fait croire ça, tu m'as dit ça, mais en fait non, c'est pas vrai, etc. On se reprend les valeurs à la figure. On se reprend nos valeurs, les valeurs qu'on a repris de notre éducation, ou qu'on a aménagées d'après notre éducation, on se les prend dans la figure, et ça nous remet en question. Alors ça nous remet en question en tant que parents, mais ça nous remet en question aussi en tant qu'enfants de nos parents. Ces valeurs que j'ai récupérées, que j'ai appliquées à 20 ans, à 30 ans, allez, on continue à les faire passer. À 40 ans, on continue à les appliquer, mais c'est plus compliqué parce qu'on a une autre personnalité, c'est une autre génération, c'est tout ça, etc. À ce moment-là, l'adolescent nous renvoie à la figure que nos valeurs ne valent rien. En gros, suivant la forme de l'adolescent. Et juste à ce moment-là, vous avez les parents qui commencent à vieillir. Donc les parents des parents, qui commencent à vieillir, qui commencent à aller vers un âge plus avancé, voire vers une dépendance. L'idée de mort vient un petit peu taper à la porte. Juste à ce moment-là, on a 40-50 ans. On commence à sentir un petit peu les années. On est à la moitié de notre vie. C'est-à-dire on se dit, wow, j'ai jamais fait ça jusqu'à maintenant. C'est maintenant ou jamais quand même. Hein. Donc il faut absolument que je vive telle chose, telle chose, telle chose. Logiquement, ça vient faire pression pour faire exploser tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent. Que ce soit le couple. Donc ça existe et donc on le rencontre. Et c'est pas pour autant que le couple doit exploser. C'est là où il faut faire appel à un thérapeute en fait. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand on reçoit un couple où il y en a un des deux qui a une crise de vie, bien importante, bien accentuée, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour accompagner les couples. Parce que le couple va être mis dans le sac de l'éducation parentale et donc il faut que je refasse tout. Voilà. J'ai rencontré telle personne parce que c'était mon éducation, parce que j'avais tel parent. Or aujourd'hui je mets tout en question, donc le couple doit partir avec. Voilà. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas revivre quelque chose de cet ordre-là dans son nouveau couple, c'est là qu'il y a une illusion. Ça veut dire juste qu'il va avoir beaucoup de mal à revenir dessus pour faire le tri, garder le couple, mais rejeter les valeurs de l'éducation dont il ne veut plus, qui ne sont pas adaptées à lui et qu'il a essayé d'adapter jusqu'à présent et pendant toute sa vie. Oui, tout ça pour au final reconstruire derrière un moment une histoire d'amour parce qu'on veut tous vivre une belle histoire d'amour. Exactement. Exactement. Et en plus, dans la crise de la quarantaine, 45 ans, il peut plus facilement y avoir une aventure extra-conjugale. Et quand il y a une aventure extra-conjugale, ça veut dire un nouveau couple. Et le nouveau couple en plus
va se retrouver dans la période de la fusion, donc avec les yeux qui pétillent, etc. Et du coup, l'ancien couple va être mis en comparaison par rapport à ce nouveau couple de façon totalement dévalorisante. Alors que c'est juste le quotidien d'un couple de 20 ans ou 30 ans. Oui, et puis de toute façon, cette nouvelle idylle va à un moment donné se transformer en une idylle sérieuse qui créera à un moment donné une certaine routine. Donc le but est de s'adapter aussi à la routine en continuant à Exactement. aimer autrement et accepter qu'en fait l'amour évolue. Et là, il peut y avoir une désillusion d'autant plus forte que la crise de vie s'est appuyée sur le nouveau couple. Donc ça peut être compliqué après les 3 ans, quand la désillusion arrive, on se dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Comment vous faites dans les grandes lignes, David, quand vous recevez un couple pour distinguer les crises dites normales et les crises qui peuvent témoigner d'un dysfonctionnement, hein. Vous nous expliquez souvent en cours, vous nous donnez des cas pratiques. Voilà, il y a des fois, c'est une évidence que bon, là, le couple ferait mieux de se séparer pour le bien-être de chacun. Quelles sont vos méthodes pour le savoir et qu'est-ce que vous pourriez partager avec le public pour leur propre couple? Alors en fait, déjà, ça va être le couple qui va décider lui-même. C'est-à-dire qu'il vient me voir, c'est lui qui décide s'il souhaite continuer ensemble ou pas. Je ne me permettrai pas, même si je pense que le couple va péricliter, je ne me permettrai pas d'appuyer dans un sens ou dans l'autre. Moi, je suis thérapeute de couple. Thérapia, ça veut dire prendre soin. Ça vient de prendre soin, c'est-à-dire je vais accompagner le couple pour qu'il aille mieux, pour qu'il soit plus heureux, pour qu'il y ait plus de bonheur conjugal. Mais ça va être son choix de continuer ensemble ou de ne pas continuer ensemble. Mais de toute façon, je vais essayer de toutes les manières de normaliser les choses. Et les crises de couple vont aider pour ça. C'est ces crises de couple. Je vais pouvoir dire au couple, vous savez, c'est normal en ce moment que ce soit compliqué. Vous avez un adolescent à la maison, il remet en question plein de choses, et en général, ça fait partie des crises du couple. On connaît bien en thérapie de couple, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Dès qu'on leur dit ça, ok, je suis normal. On est normal, pas de souci. D'accord. Bon, il faut juste qu'on travaille dessus. Ils continuent ensemble ou pas, mais déjà, ça les rassure. Il y a une déculpabilisation aussi de la crise qui se fait en thérapie, qu'elle soit individuelle ou en couple, qui fait que c'est essentiel de consulter quand on se met à avoir des doutes ou des difficultés. Et ça peut vraiment changer notre vie, en fait, dans le bon sens. Oui, parce que le problème, c'est que si vous êtes dans quelque chose je parlais de dédramatiser, allons-y pour le drame, dans quelque chose de dramatique au niveau des pensées. On s'en sort pas. Quelles sont les idées qui vont venir? Ça va être, de toute façon, je le savais bien, à tel moment ça s'était pas bien passé, donc je savais bien qu'on aurait dû arrêter, ça m'était venu à l'esprit, et puis c'était pas la personne qui me correspond, et hop, c'est parti dans toutes les croyances qui vont se construire ou se déconstruire pour se dire, je le savais bien, j'aurais dû me séparer. Pour tout couple, à un moment donné, alors toujours pareil, je ne veux pas l'appliquer à tout le monde, en général, il y a une question qui se pose. Quand même, on se discute beaucoup. Ou quand même, etc. Ou quand même, etc. Tous ces moments-là vont se regrouper s'il y a une grosse crise pour dire, je le savais bien, on doit se séparer. On aurait dû d'ailleurs se séparer avant. Et pourquoi pas? Mais voyez un petit peu tout ce qui peut se construire. Et ça, alors pour le coup, ça ne va pas du tout aider le couple. Quand on les reçoit, quand on leur dit, ne vous inquiétez pas, tout à fait normal. Il n'y a pas de souci, tous les couples vivent ça. Ok, d'accord, ça va. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas la bonne. Et puis en plus, il y a une croyance qui est une des croyances assez toxiques pour le couple, qui énonce la chose suivante, c'est qu'il y a une personne quelque part dans le monde qui nous est réservée. Ça veut dire que quand c'est compliqué, la conclusion est immédiate, c'était pas la bonne. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu présent, même inconsciemment. Donc quand c'est compliqué dans le couple, il y a des croyances comme ça qui viennent attaquer et réattaquer et qui font qu'on va être beaucoup plus tenté de dire il y a un énorme problème, il faut qu'on arrête. Alors que c'est hyper difficile, on parle des fois dans le jargon du marché, de la rencontre. Franchement, je dois vraiment vous le dire parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai fait une crise de quarantaine, hein, clairement. Même si certains n'y croient pas, moi, je l'ai vécu. Et en fait, se retrouver après avoir vécu une super longue relation, à devoir repartir dans quelque chose de nouveau alors qu'on avait des habitudes et tout, c'est pas si simple et pas si idyllique que ça. Et on a envie de très vite se recaser pour se resécuriser avec quelqu'un. Ce qui est tout à fait paradoxal, en fait. Mais oui, mais en même temps, ce qui est logique, et c'est un temps à vivre et qui est important aussi pour aussi repartir sur autre chose, c'est un temps
qui est important, qu'après chacun vit, mais la reconstruction après ne sera pas automatiquement plus évidente. Quand il y a une séparation, les couples alors deuxième, troisième noce, etc., ou pas noce, en tout cas, ont 20% un peu plus de 20% statistiquement de séparation supplémentaire. Donc le nouveau couple, attention à l'illusion de se dire mais c'est l'autre couple de toute façon. Attention, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, et quand on est toujours en couple et en couple avec quelqu'un d'autre, attention, on vit simplement, c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis là, mais simplement, on vit la période de la lune de miel, comme vous disiez tout à l'heure, qui est tout à fait normale et qui est importante. Mais si on met la période de la lune de miel avec le temps d'attachement d'un couple de 20 ans, on n'est pas du tout sur les mêmes plans. Ce n'est pas comparable. Et ça a une valeur incommensurable, une complicité, vous le savez, vous êtes depuis longtemps avec votre femme. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir une complicité de 17 ans avec quelqu'un. Et c'est vrai que cette complicité-là, on la remet en place avec quelqu'un de nouveau. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point le fait que l'autre nous connaisse et que nous connaissions cette personne vraiment a de la valeur en fait dans notre vie, et à quel point c'est une valeur ajoutée pour notre quotidien, malgré les conflits qui sont incontournables, mais qu'on vivra de toute façon dans une nouvelle relation aussi, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce que Gottman appelle la carte du tendre, la connaissance de la carte du tendre de l'autre. C'est joli comme expression d'ailleurs. Et, donc c'est une bonne connaissance de l'autre. Et dans des couples qui fonctionnent bien, c'est quelque chose d'important aussi. C'est pas parce que le couple ne fonctionne pas, mais qu'il y a cette bonne connaissance, que c'est une mauvaise chose, que c'est un quotidien qu'il faudrait détruire ou autre. Non, la complicité, elle est vraiment importante et elle est précieuse pour la continuité d'un couple. Quand on reçoit un couple, c'est important de les aider, de les accompagner à bien voir leurs forces. Et la connaissance de l'autre et réciproque est une des forces du couple. Voilà, on va donc travailler en thérapie la communication, la confiance, la complicité, s'appuyer sur ces piliers-là et plein d'autres. Et d'où l'importance, si vous rencontrez des difficultés en couple, de consulter. Je vous conseille David. J'aurais aimé vous consulter, tiens, moi à l'époque. Si c'était une crise de vie, ça aurait été compliqué. Oui, ça aurait été je pense que ça aurait peut-être eu le même effet. Je crois que ce qui doit arriver arrive. Je crois que des fois, il y a juste des chemins qui doivent se séparer. Il faut juste accepter aussi qu'il y ait des ruptures, des fois. Oui, puis en faire une Voilà, force. ça fait pas de nous des êtres qui avons un problème ou quoi que ce soit. Ça fait partie des fois des chemins de vie. Bien sûr, tout à fait. Ouais, et en faire quelque chose après. Ouais. Et de joli. Exactement. En tout cas, merci pour votre travail. Donc, si vous voulez consulter David, je vous mets le lien en description. Et puis, il y a aussi la formation FPP, donc e-faculté de psychologie et de psychanalyse en ligne, que j'ai suivie en tant que psychopraticienne et que je suis maintenant avec vous, David, en thérapie de couple. Merci pour votre travail. Merci de votre invitation. C'était un plaisir et puis restez connectés sur cette chaîne puisque chaque semaine je vous propose un entretien sur l'amour, etc. Les relations, l'amour et le développement personnel. À bientôt!